Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'ISQ avec le titre Le contre-la-montre des non-certifiés. Bon, le Tour de France, normalement, c'est au mois de juillet cette année, s'il n'est pas décalé. Et on va, en tous les cas, passer une heure, on se donne une heure ensemble avec tout autant une présentation des fondamentaux de Calliope. Donc, ça s'adresse essentiellement à des prestataires qui sont plutôt en cours de certification et ou en mode de réflexion. Maintenant, je sais que certains certifiés se sont aussi inscrits, des confrères, bienvenue à eux. C'est un plaisir de les avoir, des accompagnateurs également, donc nous sommes ravis aussi de voir d'autres audiences. On a réservé, ce qui est sûr, un temps à la fin du webinaire pour répondre à des questions qui pourraient être posées, en sachant que le déroulé qui a été prévu devrait nous permettre aussi de pouvoir répondre à des questions qui nous ont été adressées en amont de ce webinaire, puisque vous en aviez la possibilité. Alors, quels sont vos hôtes aujourd'hui avant qu'on se lance? Bien, en fait, en backup, derrière notre manager du digital, Benjamin, qui gérera le chat et pourra nous poser les questions. Et merci pour sa participation et son aide dans la mise en place. Et nous avons aussi avec nous, donc, puisqu'on va faire un question-réponse, donc les questions viendront de Raphaël, notre chargé de mission SMQ. Alors, Raphaël, qui es-tu? Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit M. Verger, je suis chargé de mission SMQ chez l'ISQ. Mes principales missions consistent à vérifier qu'en interne, nos processus correspondent aux exigences de la norme ISO 7065, norme selon laquelle nous sommes accrédités par le COFRAC pour délivrer les fameux certificats Calliope. Parfait. Donc, vous noterez, Monsieur Verger, mais en fait, c'est Marc Verger, donc ça, c'est pour moi. Je suis plutôt prénom, il est vrai. Alors, qui suis-je? Eh bien, en fait, 30 ans dans la formation d'expérience avec à peu près tous les postes possibles occupés, que ce soit commercial, directeur de centre de formation, concepteur, animateur de formation et direction d'OF sur 14 pays dans une vie antérieure. LinkedIn vous dira tout. Je vous invite à le consulter si vous le souhaitez. Et sinon, à l'ISQ depuis 2019, je suis non seulement auditeur, accessoirement certifié par la FNOR, et aussi en fait directeur de développement et des opérations. Et je vous rappelle que notre webinaire est enregistré. Il sera proposé en replay, je pense, d'ici la fin de semaine. Donc, souhaitons qu'il puisse répondre à la plupart des questions que vous posez ou que vous pourriez être amené à vous poser d'ici la fin de cette heure à passer ensemble. Alors, sur la table des matières, on va se passer quand même le temps on ne va pas tout lire, bien évidemment. Ce qui est clair et certain, c'est que l'on veut, en fait, dans le cadre d'un question-réponse avec Raphaël, reparcourir les principales questions que nombre d'organismes prestataires aujourd'hui se posent ou se sont posées pour ceux qui sont déjà certifiés. Bien évidemment, on va couvrir beaucoup d'éléments, tout autant le cadre légal et législatif. On va couvrir qu'est-ce que l'audit, comment se passe l'audit, par exemple, qu'est-ce qu'une non-conformité, pourquoi aller chercher Calliope si je n'ai pas de fonds publics et mutualisés. Autant de questions auxquelles nous allons nous apporter un éclairage particulier. Allez, on se lance, on est parti sur les premières questions. Donc, première question, qui est concerné par Calliope? Alors, Calliope, en fait, concerne tous les prestataires qui concourent au développement des compétences et qui souhaitent bénéficier de ce qu'on appelle le fonds public et ou mutualisé, en sachant que Calliope aujourd'hui couvre, et on peut être certifié sur 4 catégories d'actions, si on reprend les termes exacts des textes: actions de formation, bilan de compétences, la VAE et bien sûr les actions de formation par apprentissage qui font référence au CFA. Et nous verrons qu'idéalement, il faudra être certifié, si on va sur ces fonds-là, avant le 1er janvier ou au plus tard le 31 décembre de cette année, puisqu'il y a eu une année de décalage par rapport aux textes initiaux. Bon, quels sont les objectifs de Calliope? Les objectifs, eh bien, en fait, ils sont dans les textes. C'est attester la qualité du processus mis en œuvre par l'ensemble des prestataires selon le fameux référentiel national qualité, ce que l'on appelle RNQ,
Il y a aussi une ambition qui est partagée par les pouvoirs publics, qui est de dire que c'est pour assurer une plus grande lisibilité de l'offre de formation. Et nous allons voir que Calliope est en fait organisé autour de 7 critères qui se déclinent en 22 indicateurs communs et 10 indicateurs spécifiques, donc potentiellement pour l'apprentissage en tous les cas, 32 indicateurs observés lors de l'audit. Alors, en quoi le 31 décembre 2021 est une date importante? C'est vrai que c'est une date importante au regard, en tous les cas, de cette velléité ou de ce besoin pour certains prestataires d'aller chercher des fonds publics et ou mutualisés. Pourquoi? Mais en fait, très simplement, aujourd'hui, si on bénéficie de Datadoc, pour ceux qui bénéficieraient d'une qualification PQF, qui est une des qualifications reconnues par le CNEFOP, et donc il y a de fait le bénéfice de Datadoc, eh bien aujourd'hui, vous pouvez bien sûr aller chercher des fonds publics et mutualisés. Vous pouvez, si on a des OF langues en ligne, eh bien contractualiser sur du CPF. On peut mettre en place des POEC, des POI. On peut travailler avec les régions et bien jusqu'à la fin de l'année, c'est possible. Et si vous ne deviez pas être Calliope à partir du 1er janvier l'année prochaine, vous pourrez continuer à mener les actions qui ont été, pour lesquelles vous avez obtenu un accord de prise en charge jusqu'à leur terme. Par contre, si vous n'obtenez pas la certification Calliope au 1er janvier, eh bien, à ce moment-là, vous ne pourrez pas, par contre, contractualiser de nouvelles actions. Donc, le CPF vous sera fermé, les POI, POEC vous seront fermés pour tout ce qui serait contractualisation à partir du 1er janvier. Donc, voilà pourquoi on dit que le 31 décembre de cette année qui arrive est une date aussi importante. Quel est l'intérêt de faire certifier mon organisme si je ne bénéficie pas des fonds publics ou mutualisés? Bien, c'est une bonne transition par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Alors, d'une part, une des questions qui nous a été posée est est-ce que Datadoc va disparaître? Eh bien, a priori, oui, Datadoc devrait disparaître au profit de Calliope. Donc, ça, c'est une première réponse à la question. Maintenant, on a bien sûr un certain nombre de prestataires aujourd'hui qui ne vont pas chercher ces fonds publics et mutualisés, qui se posent la question de la pertinence de se mettre dans une démarche de certification avec tout ce que ça peut impliquer en termes de temps et d'investissement financier. Alors, c'est plus ici ce que l'on partage avec vous, le retour de certains prestataires que l'on a pu observer. D'une part, en fait, certains nous disent vouloir être entre guillemets dans la norme ou la future norme ou la nouvelle norme, donc qui est Calliope, dans la perspective de ne pas développer peut-être un sentiment de suspicion auprès de certains commanditaires avec qui ils sont amenés à travailler. Donc, c'est vrai que ça peut représenter un certain argument marketing ou commercial. D'autres prestataires nous ont dit que Calliope leur a quand même apporté une vraie aide ici sur la formalisation de leur process, de leurs documents, de leur approche, de leur fonctionnement. Et quelle qu'en soit leur taille d'ailleurs, et même beaucoup d'indépendants, de petits organismes de formation ont pu voir cet aspect positif dans Calliope au-delà de la contrainte réglementaire. Pour les gros organismes de formation, ça a été l'occasion aussi de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise autour d'un projet commun. Donc, il y a eu cet aspect très positif. Et puis maintenant, un message, certes aujourd'hui, moi, prestataire, je ne vais pas chercher des fonds publics ou mutualisés, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, vous n'irez pas, vous n'aurez pas besoin d'y aller? Et c'est en étant certifié, eh bien, au moins, vous êtes proactif à défaut d'être réactif sur une demande d'un marché que vous aimeriez aller chercher. Quel est le point de la situation aujourd'hui? Alors, le point de la situation important, donc il est vrai qu'il y a un comptage qui est effectué. Normalement, à partir de janvier 2022, il devrait y avoir un site où bien, les bénéficiaires et aux commanditaires de formation pourront avoir accès à l'ensemble des certifiés français. La DGEFP a fait un nouveau point d'étape au 15 mars dernier. Et qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? 8 304 certifiés, 10% de plus qu'au 31 décembre dernier. Nous avons 5 860 prestataires qui sont aujourd'hui en cours de certification. Donc, ça veut dire qu'ils ont identifié un certificateur, qu'ils ont contractualisé et que l'audit est en cours et ou à programmer ou déjà programmé, mais non réalisé, donc non certifié. Alors, ce sont des chiffres, on arrive à peu près 14 000 ici, organismes certifiés ou potentiellement certifiables dans les semaines ou mois qui viennent. C'est un chiffre relativement faible, en fait, au regard de 90 000 prestataires qui disposent aujourd'hui d'un numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA.
Toujours un chiffre aussi faible par rapport aux 55 000 organismes qui sont référencés sur Datadog, dont on pouvait supposer qu'ils auraient besoin d'aller chercher Calliope. Donc, un point d'interrogation sur que va-t-il se passer sur les mois qui viennent. Ce qui est certain, c'est que côté ISQ, nous n'allons pas chômer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nos plannings sont très, très, très chargés en termes d'audit. Juillet, particulièrement chargé, juin aussi, septembre, ça commence aussi à avoir un niveau de remplissage important. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de contre-la-montre, parce que l'important aujourd'hui n'est pas tant d'être certifié aujourd'hui, mais c'est de programmer son audit pour être certain d'être audité et certifié avant la fin de l'année. Quel est le profil des certifiés? Alors là, le profil des certifiés, ça peut toujours vous aider en lien avec l'indicateur 23, votre veille réglementaire. Par exemple, il y a une note d'analyse qui est sortie au mois d'avril 2021 et qui a été produite par France Compétences, donc une petite synthèse de la synthèse. Ici, alors France Compétences décrit une première génération d'organismes de formation qui ont été certifiés en 2020. Où on nous dit, ou en tous les cas France Compétences dit qu'il s'agit de prestataires qui sont acculturés aux démarches qualité, de taille hétérogène et qui vont sur des fonds publics à hauteur de 50% ou plus de leur chiffre d'affaires et dont la formation est l'activité principale et qui ont plutôt un regard positif quant à ce fameux référentiel national qualité. Et également des prestataires qui étaient peu ou pas positionnés sur les fonds publics en tablant sur le fait que Calliope puisse devenir demain également peut-être un critère de sélection lors des appels à projets, entre autres peut-être des OPCO ou même de commanditaires sur des fonds privés. Maintenant, il parle aussi dans cette analyse d'une nouvelle génération, donc là on est plutôt sur 2021, une deuxième génération, et il semblerait que nous ayons affaire aujourd'hui, et ceci semble confirmé par le nombre de certificateurs, à des prestataires qui seraient, on reste le conditionnel important en français, qui seraient plus éloignés de la démarche qualité et qui reconnaissent un risque potentiel accru de non-conformité lors des audits. Qui sont les acteurs du dispositif Calliope? Alors, Calliope, donc là, vous êtes aujourd'hui avec l'ISQ et une nouvelle fois, on est ravis de vous avoir avec nous. Maintenant, l'ISQ, c'est un des 27 certificateurs qui aujourd'hui bénéficient de cette accréditation du COFRAC. En fait, l'univers Calliope, qu'est-ce que c'est? Vous avez France Compétences, qui est l'autorité publique qui régule tout le système. Derrière ça, pour les certificateurs que nous sommes, vous avez le COFRAC, qui est le comité français d'accréditation, responsable de l'accréditation des certificateurs. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, si vous, prestataires, devez être audités chaque année, rassurez-vous, nous sommes sur un pied d'égalité, puisque nous aussi, en tant qu'organisme certificateur, nous sommes audités par le COFRAC une fois par an. Donc, on est exactement dans le même process. Derrière ça, qui avez-vous? Vous avez les auditeurs. Ce sont donc les interlocuteurs des prestataires de formation qui vont aller auditer, soit en distanciel, soit en présentiel, et qui sont amenés à émettre un avis favorable ou défavorable concernant la certification. On vous rappelle ici qu'un auditeur n'a pas le pouvoir de certifier, il est là pour en fait observer, rédiger un rapport et émettre un avis favorable. Et après, chaque organisme certificateur, selon ses process, une instance de décision. Pour l'ISQ, c'est le comité de certification qui réunit tout au long des personnes de l'ISQ, que des personnalités dites qualifiées. Alors, entre autres, nous avons régulièrement des personnes qui en fait travaillent dans les OPCO, qui siègent à notre comité de certification. Vous avez bien sûr derrière les prestataires que vous êtes et puis tout ceci normalement étant censé être au bénéfice des bénéficiaires qui est la dernière ligne du bas de ce slide. Alors, que couvre le référentiel national qualité? En fait, il couvre quoi? Il couvre 7 critères qui vont de l'information, la conception des prestations, la préparation, l'accompagnement, l'adaptation des moyens pédagogiques, la qualification du personnel, quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport à ce que l'on connaissait avant, qui concerne bien sûr l'intégration dans son environnement professionnel. Et là, on fait référence entre autres à la veille, les indicateurs 23, 24 et 25, et également un indicateur plus spécifique également sur tous les PSH, donc les personnes
en situation de handicap. Et puis, vous avez bien évidemment le recueil de l'appréciation des parties prenantes qui doit concourir à votre processus d'amélioration continue. Donc, en fait, il n'y a rien de révolutionnaire. Lorsqu'on dirige un OF, lorsqu'on est un formateur indépendant, mais il faut bien sûr communiquer sur son offre, il faut se faire connaître. On va être amené à concevoir des actions, on va être amené à les préparer, on va être amené à déterminer les moyens nécessaires pour la mise en œuvre. Derrière ça, il va falloir s'assurer que le personnel, alors soit en back-office, soit, j'irais, en front-line avec les stagiaires ont le bon profil pour conduire les animations de formation. Il faut bien sûr avoir une veille en place, qu'elle soit légale et ou sur d'autres éléments comme les innovations technologiques, par exemple. Et bien évidemment, on a toujours parlé dans la formation de ce fameux questionnaire de satisfaction. Bon, aujourd'hui, il est entendu qu'il concerne 4 types de parties prenantes que sont les bénéficiaires, les financeurs, entre autres, les équipes pédagogiques également et les entreprises. Donc, en fait, rien de nouveau, c'est simplement un certain formalisme qui est apporté à l'acte de formation. Sur quels indicateurs sommes-nous audités? Alors, les indicateurs, on a dit qu'il y en a 32 potentiels. Vous avez ici, en fait, 4 lignes pour les 4 catégories d'actions qui sont ouvertes aujourd'hui. Avec un code couleur très simple, les indicateurs en vert sont les indicateurs communs et en règle générale, bien sûr, à toutes les catégories d'actions et sur lesquels l'ensemble des prestataires, sur un audit complet, puisque là, on est sur un audit complet, vont être audités. Les indicateurs orange sont ce qu'on appelle des indicateurs spécifiques. Et donc là, il faudra déterminer s'ils vous sont applicables ou non. Et vous avez également des cases grisées, puisque certains indicateurs ne font référence qu'à certaines catégories d'actions. Typiquement, l'indicateur 3, ou même le 7 et le 16, c'est 3 indicateurs qui font référence aux certifications professionnelles, mises à jour lors de la V7 du guide de lecture où on se concentre sur les critères NCP. Bien évidemment, un centre de bilan de compétences ne sera pas audité sur ces 3 indicateurs. Et dernier petit code couleur ici, on vous a mis quelles sont les non-conformités potentielles définies par le guide de lecture, puisque le guide de lecture, normalement, devrait être votre livre de chevet avant de partir à l'assaut de Calliope. Et en rouge, on va voir les non-conformités pour lesquelles le guide de lecture précise qu'il s'agit de non-conformités majeures s'il y a non-conformité. Donc, l'auditeur n'a pas le choix. C'est soit vous êtes en conformité, soit c'est une non-conformité majeure. Sur les oranges, on est sur des non-conformités préidentifiées comme potentiellement mineures. Par contre, si une non-conformité majeure annoncée ne peut pas devenir et régresser en mineur, il faut savoir qu'on a toujours un risque qu'une non-conformité mineure annoncée puisse être transformée en non-conformité majeure en fonction en fait, des déficits observés par l'auditeur. Sur un audit aménagé, donc ça concerne tous les organismes qui bénéficient d'un label ou d'une qualification reconnue par le CNEFOP. Vous avez 2 listes, la liste générale et la liste spécifique. Vous aurez d'ailleurs ici en lien hypertexte de quoi aller sur le site du CNEFOP pour voir si la qualification label dont vous disposez fait partie de cette liste-là. L'avantage, c'est que lors de l'audit initial, vous pouvez bénéficier d'un audit aménagé, donc avec un nombre d'indicateurs moins important et une durée d'audit également moins importante, donc moins de temps et au final moins d'argent sur l'audit initial. Par contre, on le verra encore tout à l'heure, l'aménagement de l'audit ne concerne que l'audit initial. Quel est le process pour obtenir la certification Calliope? Alors, ce process, on va dire que normalement à peu près similaire à tous les certificateurs. Ici, vous avez ce que vous pouvez trouver sur notre site internet. Il y a toujours au début, en fait, on a besoin d'être informé sur votre périmètre, sur, on va dire, votre carte d'identité avec un certain nombre de documents qui sont imposés par les textes de loi. Donc, on va vous demander votre MDA, on va vous demander votre BPF, puisque du BPF et de votre chiffre d'affaires formation dépend, entre autres, la durée de l'audit. On va vous demander un certain nombre d'éléments. Derrière ça, à réception de ces éléments, sous 24-48 heures maximum, en tous les cas avec l'ISQ, on sera en capacité d'émettre un devis. Si ce devis vous convient, vous le signez. À réception du devis signé, l'ISQ va émettre un contrat et c'est à réception du contrat que vous devez nous retourner signer que le fameux délai légal de 30 jours pour planifier la date d'audit va commencer. Ça ne veut pas dire que l'audit doit être programmé dans les 30 jours avoir lieu dans les 30 jours en fait, de réception du contrat, ça veut dire que l'ISQ, le certificateur,
à 30 jours à compter de la réception de votre contrat pour programmer l'audit. Et on peut très bien recevoir un contrat aujourd'hui et programmer un audit au mois d'octobre prochain. Et après, bien évidemment, et bien dès lors que l'audit est programmé, vous avez une mise en contact avec un auditeur, vous avez l'audit et s'il y a avec ou sans non-conformité, au final, avec une issue qu'on vous souhaite bien sûr favorable de bénéficier de la certification. Et derrière ça, il vous reste 2 grandes étapes, l'audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois et l'audit de renouvellement avant la fin des 3 ans, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui n'arrête jamais. On repart chaque année et demie, on va dire, sur un audit. Quelle durée pour la mise en place? Alors, la mise en place, je l'ai évoqué directement juste avant, mais bon, rassurez-vous, si vous voulez avoir un devis, nos équipes sont très réactives, que ce soit Karima, que ce soit Valérie ou Louis, ils sont là pour vous. Derrière ça, bien sûr, le contrat. En fait, j'ai envie de dire que il nous faut une co-réactivité, la réactivité de l'ISQ et votre réactivité pour nous fournir les éléments qui nous permettent de dresser le devis qui correspond vraiment à votre situation. Il faut savoir que c'est un élément majeur pour les certificateurs. On ne peut pas et on ne doit pas se tromper sur la détermination de la durée de l'audit. Et c'est d'ailleurs pour ça que les textes de loi précisent un certain nombre d'éléments que les prestataires ont obligation de fournir. Ce ne sont pas les certificateurs qui vous embêtent avec de la paperasse, ce sont bien les textes qui vous les imposent. Quelle est la durée d'un audit? Alors, la durée de l'audit, vraiment l'essentiel, c'est le chiffre d'affaires qui va apparaître sur votre BPF. Si vous deviez être un nouvel entrant, rassurez-vous, c'est pris en compte dans les textes. Donc, bien évidemment, on sait l'appréhender. Le nombre de catégories à certifier. Est-ce que vous voulez vous faire certifier uniquement sur la formation ou la VE et ou le bilan de compétences et ou l'apprentissage? Nous avons eu à peu près tous les cas de figure avec l'ISQ. Pour des organismes qui seraient peut-être d'une taille un peu plus conséquente qu'un auto-entrepreneur ou un formateur indépendant, potentiellement le nombre de sites va aussi avoir un impact sur la durée de l'audit et le fait que vous bénéficiez donc de ce fameux label et ou qualification reconnue par le CNEFOP. Et donc, en gros, ça va aller d'une demi-journée jusqu'à, sur des très grosses structures, 7, 8, 9 jours d'audit sur plusieurs sites. Alors, la durée, voici les textes. Donc là, ce n'est pas un tableau que l'ISQ a produit. On est bien sur un tableau qui est géré et défini par les textes de loi. Alors, 2 exemples très simples pour comprendre quelle va être la durée de votre audit. Si vous deviez être, on va dire, peut-être un auto-entrepreneur, un formateur indépendant qui réalisait en fait un chiffre d'affaires, formation déclaré au BPF de moins de 150 000 €, vous ne bénéficiez pas d'une qualification d'un label reconnu par le CNEFOP, et bien là, la durée de base, ce sera 1 jour si vous souhaitez vous faire certifier sur la catégorie, le premier, le 6313-1, petit 1, ça rappelle un sketch d'un humoriste, et bien ici, vous aurez une durée de 1 jour. Maintenant, si vous êtes un organisme avec un chiffre d'affaires un peu plus conséquent, peut-être avec quelques salariés, vous faites entre 150 et 750 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, on va d'une part avoir la durée de base qui est imposée, 1 jour. Et si vous souhaitez vous faire certifier uniquement sur la formation, on va rajouter une demi-journée. Et si vous deviez en plus souhaiter faire une deuxième catégorie d'action, quelle qu'elle soit, on s'aperçoit ici qu'il faut compter une demi-journée, donc à moins de 750 000 € de chiffre d'affaires sur 2 catégories d'actions, c'est 2 jours d'audit. Et si vous deviez avoir plusieurs sites, on peut potentiellement être amené à vous rajouter 0,5 jours par site échantillonné, en sachant qu'il y a une règle définie de la racine carrée de nombre de sites. Mais je n'ai jamais été très bon en maths, donc on va passer ce descriptif, sauf qu'il y a des questions à la fin du webinaire. Alors, quand programmer mon audit pour être certifié sans souci, sans risque à Noël? Alors, ce qui est important ici, c'est qu'une fois que vous aurez fait le sapin, si vous voulez être sûr que, en passant par la cheminée ou pas, vous puissiez trouver votre certificat, il y a un timing 0 risque qui prend en compte en fait le traitement des non-conformités qu'on abordera juste après. Puisque sur une non-conformité majeure, le délai légal est de 3 mois pour présenter un plan d'action et la mettre en œuvre, si d'aventure il vous fallait vraiment 3 mois pour faire tout ça, il faudrait que votre dossier
puisse être présenté au comité de certification dans les 15 derniers jours de l'année, excluant bien sûr Noël, le chapon et le champagne pour le nouvel an. Donc, ça veut dire qu'idéalement, vous devriez proposer ou demander à être audité avant la mi-septembre. Ça, c'est vraiment le timing zéro risque. Bien évidemment, on peut après être un peu plus joueur. Pourquoi parle-t-on de traitement de non-conformité? Alors, les textes définissent en fait 3 états lors de l'audit. L'auditeur va bien sûr auditer chacun des indicateurs qui sont applicables au prestataire. Et là, vous avez 3 issues. Soit l'auditeur estime que vous êtes en conformité avec les attendus de l'indicateur. Très bien, on va passer au suivant. L'auditeur peut par contre aussi estimer que vous êtes en non-conformité mineure, bien évidemment. Et donc, ça va être un petit peu, qu'est-ce qu'une mineure? C'est une prise en compte partielle d'un indicateur qui ne remet pas en cause la qualité de la prestation délivrée. Et il peut aussi estimer que vous êtes en non-conformité majeure, qui est une non prise en compte ou une prise en compte partielle d'un indicateur, mais qui est de nature à remettre en cause la qualité de la prestation délivrée. Et les textes définissent des durées de traitement pour chacune de ces deux types de non-conformité. On vous rappelle quand même que 5 non-conformités mineures équivalent à une non-conformité majeure. C'est important. En cas de non-conformité, généralement, suite à l'audit, en tous les cas pour l'ISQ, sous une dizaine de jours, 15 jours au maximum, on vous transmet ce qu'on appelle une fiche d'écart ou une fiche de non-conformité pour l'ISQ qui vous précise bien, le critère concerné, l'indicateur concerné et la nature de la non-conformité, majeure ou mineure, avec une explication. Cette explication vous a déjà été donnée oralement lors de la réunion de clôture et on va y revenir. Et c'est par rapport à cette fiche de constat de non-conformité que vous devez présenter un plan d'action. Sur une non-conformité mineure, chaque certificateur peut fixer le délai. À l'ISQ, on a fixé 1 mois pour présenter un plan d'action correctif. Et là, l'auditeur a un seul objectif, c'est s'assurer que le plan d'action qui est proposé par le prestataire va permettre ou permettrait de pouvoir lever la non-conformité dès lors que le plan d'action sera mis en œuvre. Et vous avez, de votre côté, en tant que prestataire, un délai de 6 mois pour mettre en œuvre votre plan d'action qui a été validé par l'auditeur. Si vous deviez avoir une non-conformité majeure, là, les textes sont plus précis, puisqu'en fait, le législateur vous laisse un délai de 3 mois pour, présenter un plan d'action et 2, le mettre en œuvre. Et là, l'auditeur a 2 missions, s'assurer que le plan d'action est de nature à permettre la levée de la non-conformité et surtout s'assurer avec des éléments de preuve concrets que votre plan d'action est mis en œuvre ou que vous débutez sa mise en œuvre avant l'expiration de ce fameux délai de 3 mois. Quels sont les différents types d'audits? Alors, les différents types d'audits, en bleu, c'est ce que prévoit la loi. Audit initial, on l'a vu, complet et ou aménagé. Audit de surveillance, alors pour ceux qui seraient certifiés cette année, c'est entre le 14e et le 22e mois. Et enfin, l'audit de renouvellement. Maintenant, de nombreux certificateurs proposent également une prestation complémentaire que l'on appelle l'audit blanc ou le pré-audit, qui permet simplement, un petit peu comme au bac, on fait un bac blanc, on fait un partiel blanc, on va pouvoir accueillir un auditeur une journée qui va réaliser exactement la même prestation que lors de l'audit initial pour vous permettre d'appréhender quels sont ou quel serait l'état de conformité ou non-conformité au regard des indicateurs qui vous sont applicables. L'auditeur, ici, lorsque c'est réalisé par un certificateur, n'a pas le droit, bien sûr, de vous conseiller sur ce qu'il faut faire, mais en tous les cas, il va devoir vous préciser pour quelles raisons il estime que vous êtes en non-conformité. Quelque chose qui se développe, et à l'ISQ, nous avons nombre de demandes en ce moment, ce sont aussi ce qu'on appelle des audits d'extension. Alors, qu'est-ce que c'est un audit d'extension? En fait, c'est la vie de l'entreprise, et on va le voir juste après. Qu'est-ce qu'un audit d'extension? Eh oui, exactement. Alors, l'audit d'extension, en fait, le législateur a bien sûr pu appréhender qu'un organisme de formation, c'est une entreprise avant tout, individuelle ou avec un certain nombre de salariés, et que cette entreprise, elle a une vie. Dans la vie d'entreprise, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Il se peut que j'ouvre de nouveaux sites. Soit parce qu'en fait, simplement, je l'ouvre en propre, soit parce qu'au vu des difficultés de certains aujourd'hui, je vais racheter un de mes confrères, donc je vais avoir un nouveau site,
ou alors parce qu'aujourd'hui, moi, prestataire de formation, je souhaite me lancer demain dans l'apprentissage. On a vu ça chez de très nombreux acteurs du monde de l'éducation, ou alors simplement moi, qui suis actuellement, je forme sur la catégorie certification de formation, et je me dis que, eh bien, avec le CPF, il y a de l'argent à prendre peut-être sur la VAE ou sur le bilan de compétences, et donc je souhaite demain me lancer sur le bilan de compétences ou la VAE, et donc je vais demander une extension de catégorie. Alors, les textes ont été un peu clarifiés parce qu'il faut savoir qu'on est sur un référentiel qui est relativement jeune aujourd'hui. Jeune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les certificateurs se posent encore aujourd'hui de très nombreuses questions et qu'en règle générale, nous remontons auprès de la DGEFP pour avoir des clarifications. Et clairement, on avait besoin d'une clarification sur l'audit d'extension puisque les textes précisaient qu'il devait être réalisé dans les mêmes conditions que l'audit initial, mais que dans le question-réponse, on disait qu'il ne pouvait pas être aménagé. Donc, c'était un peu compliqué, puisqu'un audit initial aménagé, si il doit être fait dans les mêmes conditions, mais qu'il ne peut pas être aménagé, c'était un peu compliqué. Donc, le législateur a clarifié. Donc, maintenant, on a une réponse de la DGEFP qui précise très clairement qu'un audit d'extension ne peut pas être réalisé de façon aménagée et qu'il est forcément réalisé sous le couvert d'un audit complet. Donc, il faut quand même savoir que c'est une démarche, au final, qui s'avère relativement lourde et coûteuse, surtout si vous êtes un organisme de formation important avec un chiffre d'affaires de plus de 750 000 € et multisite. Donc, typiquement, un organisme multisite qui serait déjà certifié aujourd'hui, s'il souhaite développer une nouvelle catégorie d'action, peut aller jusqu'à 2 jours d'audit, rien que pour en fait une catégorie d'action nouvelle. Donc, vous voyez que ça peut être vraiment coûteux. Qu'appelle-t-on un nouvel entrant? Alors, là aussi, le législateur a bien sûr imaginé que le monde évolue et qu'un certain nombre de nouveaux acteurs vont entrer sur le domaine de la formation. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours des audits initiaux en 2022 et 2023 et 2024, sauf parce que les textes de loi changent, bien évidemment. Eh bien, en fait, un nouvel entrant, c'est un organisme qui vient de se créer et qui vient d'obtenir son NDA, ou en tous les cas, qui peut justifier d'une demande de NDA auprès de l'administration de moins de 3 mois. La bonne nouvelle, c'est que les textes et le guide de lecture appréhendent cette situation et que quelquefois, on peut dire qu'en fait, en étant un nouvel entrant, on va avoir des exigences qui sont peut-être moins importantes qu'un organisme de formation qui est établi ou qu'un prestataire établi. Donc, le guide de lecture l'appréhende parfaitement et donc il ne faut pas s'inquiéter ou s'en inquiéter. Le nouvel entrant a un traitement, on va dire, réglementé. Quelles sont les modalités de réalisation d'un audit? Important, on se lance dans le Calliope, comment ça se passe? Alors, les textes de loi disaient très clairement au début, audit initial présentiel, surveillance distancielle et le renouvellement présentiel. Donc, en gros, c'est 2 présentiels et un distanciel. Maintenant, avec ou à cause de la crise sanitaire, le législateur a revu sa copie, donc il y a eu quelques aménagements qui ont été réalisés. Et aujourd'hui, les prestataires ont le choix pour l'audit initial le réaliser soit en présentiel, soit en distanciel, et simplement l'ordre s'inverse. On va dire que la proportion de présentiel à distanciel reste valable aujourd'hui, mais avec un aménagement possible sur l'audit initial et l'audit de surveillance. Ceci est donc étendu jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr que tout le mal que nous nous souhaitons tous, c'est que demain, tous les audits puissent être réalisés en présentiel et non plus en distanciel, même si ça fait quelques économies de kilomètres et que ce n'est pas mauvais pour le carbone. Pour les multisites, par contre, une précision, on ne peut pas mixer les modalités, c'est-à-dire que je ne peux pas auditer le siège en présentiel et auditer à Paris et faire Nantes parce que c'est 2 heures de TGV en présentiel, mais aller à Nice, il n'y a pas d'avion et c'est 5 heures de train, donc on le fait en distanciel. Non. Donc pour un prestataire, c'est tout l'un, tout l'autre. Là, on ne peut pas mixer. Alors après, il y a un point de vigilance à avoir sur les audits à distance, c'est qu'il ne faut pas non plus surestimer sa digitalisation.
avoir un site internet pour diffuser ses programmes ne témoigne pas à lui seul ou à elle seule d'un bon degré de digitalisation. Avoir un ERP ne témoigne pas forcément non plus d'un très bon niveau de digitalisation. Les textes sont très précis. L'organisme candidat s'engage à disposer de tous les éléments de preuve permettant d'attester la conformité au référentiel et susceptible d'être demandé par l'auditeur lors de l'audit. Donc, ça veut dire qu'il est important de pouvoir essayer d'appréhender qu'est-ce que pourrait ou qu'est-ce que va me demander l'auditeur pour être certain que tout est bien digitalisé chez vous lorsque vous allez faire un audit à distance. Typiquement, il y a un certain nombre de documents qui ne sont pas toujours digitalisés. C'est tout ce qui fait référence aux ressources humaines. Est-ce que j'ai bien pensé à digitaliser les attestations de présence ou les attestations de réalisation de mes collaborateurs? Ce n'est pas sûr. C'est très souvent dans le tiroir de la DRH, s'il y a une DRH dans la société. Donc, il faut faire attention à ça. Et si l'auditeur devait être à distance, il semble plus sage, et ça c'est un retour d'expérience, que le prestataire soit quand même dans ses locaux, justement au cas où un certain nombre d'éléments qui puissent lui être demandés ne soient pas digitalisés et qu'il ait une capacité à aller les chercher dans le tiroir et les scanner sur sa photocopieuse. Quels sont les temps forts d'un audit? Le jour J, comment ça se passe? Alors, ça peut être le jour J ou les jours J, pour ceux qui ont 2 ou 3 jours d'audit, bien évidemment. On l'a décomposé en 4 grandes parties, même si on aurait pu en mettre 7. Donc, dans la première, il y en a à peu près 3 de parties, en fait. Il y a la réunion d'ouverture. La réunion d'ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est le début. Donc, l'auditeur se présente, rappelle quelques éléments de loi, rappelle également et vérifie le périmètre de l'audit et confirme le plan d'audit qui vous a été adressé en amont. Derrière ça, il y a bien sûr un moment, c'est là où on dit que c'est important, la deuxième partie ici, c'est la présentation, pas simplement des interlocuteurs qui sont en face de l'auditeur ou qui vont pouvoir être amenés à intervenir avec l'auditeur, interagir, c'est aussi un moment important pour que l'organisme puisse compléter sa présentation. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, l'auditeur, avant d'aller vous voir, qu'est-ce qu'il connaît? En fait, il connaît que 2 choses. La présence digitale, si tant est que vous en ayez une, il n'y a pas d'obligation d'avoir un site internet. Je suis un indépendant, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un site internet. Et il connaît également votre BPF, mais sinon, il ne connaît rien d'autre. D'où l'importance de cette présentation. Je forme qui? Quels sont mes bénéficiaires? Quels sont mes financeurs? Quelles sont mes modalités pédagogiques? Je fais du présentiel, du distanciel, du blended, j'ai du e-learning, pas de e-learning. Voilà, il faut expliquer tout ça. Je fais de l'inter, de l'intra, dans mes locaux, je loue des salles, je vais chez le client. Voilà, il faut expliquer tout ça à l'auditeur et également lui donner une bonne appréhension en fait, de la volumétrie en pourcentage de chacune de vos actions, de vos domaines d'intervention. Un exemple, si vous faites des langues, puisque c'est un des domaines que je connais plus particulièrement, faire des langues, c'est bien. Maintenant, dans les langues, c'est quoi? Vous faites de l'anglais à 70%, à 80%, vous faites de la langue des signes, pas la langue des signes. Certains font jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires dans la langue des signes. Donc ça, c'est important puisque l'auditeur va devoir effectuer un échantillon d'actions qui va lui servir de fil rouge pendant tout l'audit. Et il faut que cet échantillon soit représentatif. Si je reste sur les langues, il n'est pas concevable que l'échantillon représentatif soit constitué de 2 actions de japonais, alors que l'organisme fait 80% de son chiffre d'affaires en anglais et qu'il n'a fait que 2 actions de japonais sur l'année 2020. Deuxième temps fort, c'est l'audit en lui-même, bien évidemment, où là, en fonction de la durée de l'audit, eh bien, l'auditeur va passer de 5 à 20, voire 30 minutes par indicateur. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une vraie disparité sur le temps que l'auditeur va investir pour aller chercher et étudier votre conformité. Généralement, c'est un temps de questions-réponses avec l'auditeur. Vous allez lui expliquer comment vous faites, comment vous fonctionnez sur tel élément. Et une fois que vous l'avez expliqué, quand bien même l'auditeur a bien envie de vous croire, pour vos beaux yeux, qu'ils soient bleus ou marrons, derrière ça, eh bien, en fait, vous allez devoir lui démontrer que ce que vous avez dit faire, vous le faites réellement. L'auditeur est là pour aller chercher des éléments de preuve concrets. Et on va revenir sur qu'est-ce que peut être un élément de preuve tout à l'heure. Il y a toujours un petit temps de synthèse qui est dévolu à l'auditeur, puisque avant la réunion de clôture, l'auditeur doit quand même s'assurer qu'il a bien couvert l'ensemble des indicateurs qu'il devait couvrir, qu'il a bien posé toutes les questions, Et puis, c'est aussi souvent, malheureusement, à ce moment où l'auditeur va formaliser et va rédiger en fait l'explication des non-conformités qu'il aurait pu observer. Et là, vous avez le temps
redoutée ou tant attendue, qui est la réunion de clôture. Réunion de clôture, qu'est-ce que c'est? L'auditeur, même s'il a pu donner au fil de l'eau l'état de conformité qu'il avait estimé a priori, lors de la réunion de clôture, eh bien là, c'est l'état définitif. Donc, l'auditeur reprend chacun des indicateurs et va préciser l'état de conformité, conforme, non-conformité majeure ou mineure. Et pour tous les indicateurs où il y aurait une non-conformité, quel qu'en soit son degré, il va devoir en fait expliquer, justifier en fait sa position. Et par rapport à ça, ce qui est important, c'est que l'auditeur ne peut pas changer d'avis post-réunion. Donc, vous avez tous les éléments pour commencer à travailler. Quel est le profil des auditeurs? Alors, le profil des auditeurs sont définis par les textes. Très simplement, ici, vous avez quoi? Vous avez une personne qui est normalement une bonne expérience du monde de la formation et une expérience ou une formation à l'audit. L'ISQ, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, en fait, l'ISQ travaille avec des auditeurs internes, mais également avec un réseau d'auditeurs qui sont pour certains d'anciens instructeurs de la qualification PQF. Formation initiale, ils sont tous supervisés avant d'être validés pour pouvoir auditer. Et nous avons également des ateliers de partage de pratiques qui se réalisent très souvent le samedi. Et tous les mois, on a aussi un petit temps d'échange sur un indicateur spécifique, l'objectif étant d'aligner nos curseurs et notre compréhension ou de pousser la compréhension des indicateurs. Quelles sont les questions récurrentes concernant les audits? Alors, on va aller un petit peu plus vite peut-être que prévu par rapport au temps qui tourne. Qui peut et où doit être présent lors d'un audit? Alors, en fait, c'est vous, prestataire, qui allez choisir qui peut être présent. Les textes de loi ne précisent rien. Bien sûr, sachez simplement que les participants engagent l'organisme de par leurs réponses. Est-ce qu'un participant doit-il participer à l'ensemble de l'audit? Il n'y a aucune obligation. Certaines personnes peuvent être présentes à la réunion d'ouverture et à la réunion de clôture sans pour autant participer. Ils peuvent intervenir ponctuellement. Pas de règle précise. Un participant peut-il être à distance, même si l'audit est en présentiel? Oui, bien évidemment, et surtout avec les conditions sanitaires aujourd'hui. Dès lors que l'auditeur est quand même accueilli aujourd'hui dans les locaux du prestataire, il peut bien sûr faire appel à un ami, même s'il est à distance. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Peut-il organiser la restauration de l'auditeur? Alors, si vous deviez m'avoir moi en tant qu'auditeur, c'est Michelin 3 étoiles. Bon, mis à part ça, non, il n'y a aucune obligation, bien sûr, d'organiser la restauration de l'auditeur. Il y a peut-être simplement un point d'organisation important, c'est que si votre organisme de formation devait être éloigné, on va dire, des facilités de restauration, surtout qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, même si ça devrait changer. Il faut quand même prévoir que la pause déjeuner, c'est à peu près 1 heure. Donc, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Et quels sont les horaires d'un audit? L'audit, en règle générale, dure entre 7 et 8 heures en présentiel et il peut être amené à durer un petit peu plus longtemps à distance, surtout si on devait avoir quelquefois des difficultés de connexion, de stabilité pendant 7 à 8 heures. Et il est vrai que pour se reposer les yeux, quelques pauses complémentaires pendant un outil à distance sont appréciées et appréciables. Quel document l'auditeur va-t-il consulter? En fait, il y a 2 choses. L'auditeur, lui, déjà, son document de référence, c'est le guide de lecture. Donc, on est bien sur la V7 aujourd'hui. Et donc, c'est surtout ça qu'il va regarder. Il est vrai que le guide de lecture, pour chaque indicateur, vous donne, à titre d'exemple, des éléments de preuve. Mais ils ne sont là qu'à titre d'exemple et ne sont pas obligatoires. Quels documents peuvent servir d'éléments de preuve? Tout peut valoir élément de preuve, tout est recevable. Une affiche, un post sur les réseaux sociaux, des réalisations des bénéficiaires, tout peut valoir élément de preuve, si tant est bien sûr que ces éléments de preuve concourent à déterminer que vous êtes en conformité avec les attendus. Et des éléments de preuve peuvent être utilisés sur plusieurs indicateurs, ce n'est pas à usage unique. Faut-il montrer des documents print ou des documents numérisés? Les deux, mon capitaine, les deux sont recevables. Et que faire si je n'ai pas d'action, si je suis un nouvel entrant? Alors, un nouvel entrant, on pourrait supposer, s'il a demandé son numéro de déclaration d'activité, qu'il a quand même dû justifier auprès de l'adresse d'au moins une action. Donc, c'est vrai qu'ici, l'auditeur pourrait regarder l'action, qu'elle soit finie ou non, mais sinon, eh bien, on est quand même sur un audit de processus. Donc, on va surtout observer dans quelle mesure vos processus et documents aujourd'hui sont formalisés. Et bien évidemment, en tant que nouvel entrant, on ira auditer la mise en œuvre, plus particulièrement lors de l'audit de surveillance.
Et qu'en est-il des audits multisites? On approche de la fin. Les multisites, ça c'est peut-être pour les plus gros. Les textes sont très précis sur ce qu'est un multisite aujourd'hui, couvert par un seul système de qualité qui comprend une fonction centrale qui n'est pas sous-traité. Un site est caractérisé par une présence régulière d'un personnel de l'entreprise indépendamment de son temps de travail. Donc, quelqu'un à temps partiel peut être considéré comme une présence récurrente et en tous les cas régulière. Bien évidemment. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le nombre de sites va être déterminé selon la règle de la racine carrée à l'entier le plus proche. Et il faut savoir aussi que si on essaye, côté ISQ, d'assigner des audits multisites à un seul auditeur, ce n'est pas toujours le cas lorsqu'il faut faire le tour de la France, mais on a une organisation particulière pour l'audit des multisites avec un auditeur, on va dire, qui prend en charge la coordination de ses confrères. Quel est l'enjeu pour un audit multisite? L'enjeu. En fait, il y a déjà une certaine pression sur les sites, puisqu'en fait, lorsqu'on audite plusieurs sites, il se peut qu'il y en ait un qui ne soit pas en conformité, malheureusement, avec un indicateur. Alors, quel impact là-dessus? C'est que si le multisite n'arrive pas à lever la non-conformité dans les délais impartis sur ce site-là, ce n'est pas le site qui n'est pas certifié. C'est l'ensemble du réseau qui ne peut pas être certifié. Donc, en fait, l'enjeu est là. C'est que sur un multisite, c'est tous pour un et un pour tous. Comment se présentent les indicateurs? Alors, votre livre de chevet, le fameux guide de lecture, la bonne nouvelle, c'est que la charte graphique est la même pour chacune des pages et chacun des indicateurs. Les éléments importants, le nom et le numéro du critère en haut de la page. Le petit point 2, c'est la définition de l'indicateur et le niveau 3, le niveau attendu. Le plus important, en fait, c'est de bien comprendre qu'est-ce que l'indicateur, qu'est-ce qu'il veut dire et quel est le niveau attendu. Les éléments de preuve, j'insiste, vous sont donnés à titre d'exemple et vous n'avez aucune obligation de disposer et de mettre à disposition l'ensemble de ces éléments. Un petit autotest pour le distanciel, en prenant quand même les éléments de preuve présents ici. Si vous avez plus d'éléments qui sont aujourd'hui imprimés que numérisés, peut-être qu'il serait sage de penser à un audit présentiel. Certains en fait, ici, certaines pages comportent un glossaire pour être certain que tout le monde a la même interprétation, compréhension des mots qui figurent sur cette page-là. Et vous avez aussi la précision de la non-conformité et quelquefois une précision sur les obligations spécifiques qui s'appliquent à des catégories d'actions particulières. Dois-je aller au-delà de la simple lecture du guide? Oui, un petit peu, juste un petit clin d'œil ici pour vous, simplement de dire que l'auditeur suit en fait un échantillon et va prendre une action. Donc, il va suivre. Dans l'indicateur 1, par exemple, on vous dit que vous devez communiquer sur les objectifs. Mais l'indicateur 5 vous dit aussi que vous devez les définir et qu'ils sont opérationnels et évaluables. Et dans le 6, on vous dit en plus que les contenus sont en lien avec les objectifs définis. Et avec l'indicateur 11, on vous dit en plus que vous devez évaluer l'atteinte de ces objectifs. Donc, on voit qu'il y a une vraie interaction et que l'auditeur va bien sûr suivre tout ça lors de l'évaluation de l'échantillon qu'il aura pris, au même titre que l'indicateur 1 et le 8 confirment quelque chose, à savoir que s'il n'y a pas de prérequis, eh bien, en fait, ceci ne vous dispense pas de communiquer sur les prérequis. Par contre, vous devez communiquer sur le fait qu'il n'y en a pas, en sachant que les prérequis sont un item dont est dispensée la catégorie d'action bilan de compétences. Quel est le cadre réglementaire et légal de Calliope? Alors là, eh bien, en fait, vous aurez simplement à les télécharger. Mais normalement, si vous êtes un petit peu imprégné de Calliope, vous avez déjà mis en place indicateur 23, votre veille légale et réglementaire. Donc, tous ces liens hypertextes vous sont déjà connus, bien évidemment. Ça va de soi. Petite présentation de l'ISQ, monsieur. Oui, pour terminer quand même, l'ISQ, c'était une des questions. Il y avait plusieurs questions là-dessus qu'on vous a adressées en amont. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ISQ a toujours été connu pour sa qualification PQM. Et là, on qualifie en fait des cabinets de conseil. Ça avait été développé à l'époque avec un protocole auprès du ministère de l'Industrie. L'ISQ a été très, bien sûr, connu dans le monde de la formation pour sa qualification OPQF, à l'initiative de l'FFP du ministère du Travail dans les années 1994. On a encore à peu près 1500 qualifiés aujourd'hui.
OPQF va céder sa place demain à Certiform Pro by OPQF. Donc, il y aura un webinaire de présentation un petit peu plus tard. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, l'ISQ est un des certificateurs. Donc, une des particularités de l'ISQ, c'est que la formation est dans notre ADN depuis le début. Et donc, nous ne sommes pas un certificateur généraliste qui va aller certifier sur d'autres référentiels. On ne certifie pas des laboratoires d'analyse médicale. On ne certifie pas autre chose que, en fait, des éléments en lien avec la formation professionnelle. Et voilà, on est arrivé au terme de cette présentation. Ah, le timing, on serait presque entraîné, même pas. Alors, voilà, donc s'il y a des questions, on va tenter d'y répondre dans la mesure du possible, mais sachez aussi que nous restons bien sûr, au-delà de cette connexion aujourd'hui, à votre disposition pour répondre par téléphone et ou par mail. Benjamin. Alors, une première question qui concerne l'OPQF et on nous demande quels sont les critères précis complémentaires d'une qualification OPQF qui aurait été renouvelée en 2019 par rapport à Calliope. C'est quand même très spécifique pour des qualifiés OPQF. J'invite en fait la personne qui pose la question à m'adresser un mail et je me ferai un plaisir de lui répondre particulièrement, ça c'est quand même très spécifique. Très bien. On nous demande également la condition pour un audit aménagé est-elle d'être datadocké au moment de la signature du contrat ou au moment de l'audit? Alors, je rappelle, un audit aménagé ne concerne que les organismes qui bénéficient d'un label ou d'une qualification reconnue par le CNEFOP. Vous aurez le lien hypertexte. Datadoc ne donne pas droit à un audit aménagé. Très bien. Quelle est la différence finalement entre OPQF et Calliope? OPQF est une qualification, donc qui est certes cofraquée, c'est une qualification, c'est la reconnaissance, en fait, on va dire c'est une reconnaissance de la qualité basée sur une spécialité de formation et qui se passe dans le cadre d'une instruction qui est diligentée par des instructeurs qui connaissent le domaine de formation spécifique de l'organisme, alors que sur Calliope, c'est plutôt, on va dire, une certification qui est généraliste et qui est conduite par des auditeurs qui ont une connaissance de la formation en général, mais ce n'est pas un auditeur Calliope, n'a pas besoin d'être un expert dans le médical pour aller certifier un organisme qui fait de la formation médicale. Ça peut être un auditeur qui n'a jamais travaillé dans le domaine médical. C'est la grande différence. On a plusieurs questions sur les liens et on nous demande d'envoyer les liens et d'avoir également une possibilité d'avoir le diapositive de présentation. Donc, je vous rassure, d'ici fin de semaine, on vous enverra par mail la rediffusion vidéo de ce webinaire ainsi que la présentation au format PDF que vous retrouverez également sur le site de l'ISQ. Voilà. Et une petite question, on va dire, d'ordre financier. On nous demande comment est calculé et quel est le coût de l'audit de renouvellement. L'audit de renouvellement, en fait, la durée est déterminée dans les textes. Si je remonte très vite, ça doit être par là où je l'ai passé. C'est ici. L'audit de surveillance, en fait, ce que l'on voit ici, c'est qu'on nous dit que pour un organisme de formation qui aurait un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 €, si c'est uniquement la catégorie formation, ça va être 0,5 jours d'audit. Si j'ai plus de 750 000 €, c'est un jour. Donc, en fait, la durée de l'audit de surveillance est déterminée par les textes de loi et les textes précisent également que, en fait, on se base sur les éléments communiqués lors de la demande de l'audit initial. Donc, il n'y a pas de mise à jour du BPF pour mettre à jour la durée. Par contre, pour l'audit de renouvellement, là, on va prendre en compte le dernier BPF pour ajuster la durée en plus ou en moins. Voilà, donc je sais qu'il y a d'autres questions qui ont été posées. Je m'adresse alors un petit message personnel. Alors, je me ferai un plaisir de répondre par téléphone ou via Zoom à toutes les questions en lien avec les CFA, bien évidemment. Ce sera avec plaisir. Il y avait une question en amont qui a été posée sur l'indicateur 26 et les attendus.
Les attendus sont relativement précis. Si on devait, on va dire, reformuler quelque part les attendus, c'est de se dire que on ne peut pas laisser sur le bord de la route une personne en situation de handicap. Donc, soit nous sommes capables d'accompagner, former et d'accueillir une personne en situation de handicap, soit je ne le suis pas. Vous n'avez pas d'obligation de l'être. Alors, soit vous êtes capable de le faire, et donc là, vous avez un réseau de partenaires qui vont vous aider à identifier quels sont les aménagements qu'il convient de faire en fonction du handicap identifié, soit vous n'êtes pas capable de le faire. Et à ce moment-là, vous devez avoir identifié également des partenaires vers qui vous allez orienter, et je reprends vraiment les textes de l'attendu, vous allez pouvoir orienter votre bénéficiaire demandeur qui est en situation de handicap vers ce partenaire qui sera capable de l'accompagner pour trouver une structure qui pourrait l'accueillir. Bien évidemment, après, vous avez aussi un certain nombre de formations et ou métiers qui sont malheureusement fermés à certains handicaps, mais ça va de soi, c'est bien compréhensible. On avait aussi une autre question, peut-être un petit clin d'œil à nos amis de la FOD. Les critères évalués pour la formation verte à distance. Alors, je vous rappelle que la FOD, je suis intervenu dans un de leurs webinaires il y a quelques temps, donc il doit être en replay chez eux. Mais en fait, que je sois à distance ou pas, les indicateurs s'appliquent tout autant. Il n'y a pas de discrimination en fonction des modalités pédagogiques. Et en lien avec nos amis de la FOD, également, ne confondons pas un auditeur avec un agent de la DRETS ou de l'URSSAF. Donc, un auditeur n'est pas là pour vérifier, on va dire, je ne dirais pas la pertinence, mais de vérifier la conformité réglementaire de vos documents. On peut peut-être donner un avis, mais un auditeur n'est pas un agent assermenté de l'État pour vérifier, pas plus qu'il n'est forcément un juriste du droit de la formation. Donc, ne prêtons pas aux auditeurs des qualités qu'ils n'auraient pas. Nous sommes bons sur les questions. Eh bien, c'est magnifique. Sachez que l'ISQ reste bien sûr à votre disposition. Nous avons été ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci encore à Benjamin pour l'organisation et la gestion du chat. Merci bien sûr à Raphaël, l'occasion de mettre un petit peu en avant des fonctions que l'on ne voit pas forcément côté public. Et donc, nous restons à votre écoute. Merci encore et à très bientôt et bon courage à ceux qui sont en cours de certification.